Français. De quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages. Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. La Ve République, mode d'emploi, Khalil Bey. Bonjour à tous. Au terme d'un procès inédit sous la Ve République, le garde des Sceaux a été relaxé ce mercredi par la Cour de justice de la République. Cette juridiction assez particulière car elle est la seule instance compétente pour juger les crimes et les délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Elle dispose d'une forme politico-juridique car elle est composée de 3 magistrats de la Cour de cassation élus pour 3 ans par le père de la Cour de cassation, dont l'un est désigné président de la Cour de justice de la République, et de 12 parlementaires, dont 6 députés et 6 sénateurs. Et nous avons donc le plaisir de recevoir l'un des juges parlementaires, le député Horizon de la Marne, Xavier Albertini. Monsieur le député, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Nous allons essayer de revenir avec vous sur votre expérience dans ce procès historique sous la Ve République. De manière plus personnelle d'abord, comment avez-vous abordé ce procès ? J'ai abordé sans a priori. Moi-même, je suis issu de la profession d'avocat, donc je suis assez sensible aux dispositions du droit. Je suis là, dans ce cadre-là, parlementaire, et donc j'ai appréhendé l'ensemble des codes du dossier, plus de 2000 pièces du dossier, qui nous avaient été remis il y a un certain nombre de semaines de cela. Et je suis rentré avec une vision la plus large possible pour écouter les 23 personnes qui sont venues être auditionné. Et donc j'ai écouté, j'ai essayé de rester sur une dimension purement technique et j'ai vécu ça de façon passionnante pendant près de 15 jours. Mais vu l'enjeu de ce procès, est-ce que vous avez ressenti un peu la pression ? Aucunement, parce que je m'étais fait une règle de conduite de ne pas communiquer autour de moi quelques semaines avant sur ce procès qui allait advenir. Et puis pendant tout le procès, j'ai conservé un droit de silence. Je me suis extrait complètement de l'Assemblée nationale et j'ai refusé toute prise de contact avec les journalistes ou avec tout individu susceptible de venir me demander ce que j'en pensais, ce qui m'a permis d'être serein pour à la fois les débats et puis les échanges avec l'ensemble de mes collègues juges, sénateurs, députés, et puis également les magistrats professionnels. Justement, quels étaient vos rapports avec les autres élus et surtout les magistrats ? Est-ce que les magistrats vous ont mis en confiance, vous, députés, avant le début des procès, ou chacun était dans son coin ? Non, pas du tout. Il y avait d'ailleurs eu au mois de septembre des réunions préparatoires d'organisation avec la Cour réunie de façon technique, sans le prévenu, sans M. Éric Dupond-Moretti. Mais il y avait eu plusieurs rendez-vous, dont un entre les juges simplement, et puis un autre avec l'avocat général, et puis les avocats de la défense pour organiser les différentes audiences et leur déroulement et le calendrier général. Donc on était préparés en matière organisationnelle. Et puis ensuite, en cours de procès, nous étions évidemment à huis clos lorsque nous rentrions dans le palais de justice. Nous étions quelque part isolés et nous restions entre nous pendant toute la journée. Les quelques suspensions de séance étaient évidemment, on était réunis à huis clos et nous échangions librement entre nous, juges titulaires ou juges suppléants, magistrats professionnels ou parlementaires. Et nous déjeunions ensemble et nous repartions le soir pour vaquer à nos occupations. Quel est le moment particulier qui vous a marqué durant ce procès ? Bon, il y en a plusieurs, il y en a au moins 3. Allez-y. Le premier, c'est le premier jour, lorsque vous appelez le garde des Sceaux en qualité de prévenu à la barre pour qu'il s'exprime une première fois. Il y a 2 ou 3 séquences, mais je les résume en une, de quelques auditions qui ont été particulièrement intéressantes. Et puis il y a surtout la fin, avec évidemment les réquisitions du parquet le mercredi, mais surtout les plaidoiries des 2 avocats de maître Laurin et maître Lafont, au profit d'Éric Dupond-Moretti. Mais surtout le dernier moment où le président rappelle à la barre le prévenu,
en lui demandant s'il avait quelque chose à dire après les plaidoiries de ses avocats. Et là où même un orateur, même une personnalité comme Éric Dupond-Moretti, eh bien, en fin de compte, se tait et on sent le poids de la responsabilité et des mots qui, même dans le silence absolu de la salle d'audience, eh bien, circulent encore et on s'aperçoit de l'importance de la décision qui va être prise quelques heures après. Comment vous avez trouvé Éric Dupond-Moretti durant les audiences? Est-ce que c'était plus le ministre de la Justice que vous retrouvez à l'Assemblée nationale lors des séances des questions au gouvernement, ou c'était l'acquittateur qui était face à vous? Non, il y a eu, pour moi, je l'avais déjà évoqué plusieurs semaines avant. Les premiers jours, j'ai eu le sentiment qu'il avait peut-être un positionnement qui était plus une logique d'avocat, alors qu'il était prévenu, quelques anciens réflexes de 38 ans d'activité professionnelle. Et puis, avec le temps, et à contrario de ce qui était évoqué, il a assisté à toutes les audiences. Puisqu'au départ, il ne devait pas assister le mardi et le mercredi. Le mardi pour les questions au gouvernement, le mercredi pour le Conseil des ministres. Et pourtant, il y a assisté les 15 jours. Et il s'est progressivement mis, entre guillemets, dans le costume du prévenu. Et ses avocats, alors était-ce stratégie ou était-ce simplement poids et de l'ensemble de la situation? En tout cas, les avocats ont été de plus en plus présents et ils ont fini par les plaidoiries de la défense, bien évidemment. Je sais que vous êtes soumis au secret de la délibération, mais bon, vous pouvez quand même donner la teneur, l'ambiance qui régnait au moment du délibéré. Alors, je ne veux pas vous le donner pour plusieurs raisons. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est confidentiel. Et puis ensuite parce qu'en étant juge suppléant, alors que j'ai assisté à toutes les audiences et j'y ai participé, les juges suppléants n'assistent pas au délibéré. Ah, ok. Et ceux qui y assistent ont l'obligation totale de secret. Et donc, en revanche, ce que je sais, c'est que ça a duré environ 6 heures. Et lorsque j'ai écouté avec attention aujourd'hui, puisque je me suis rendu au palais de justice pour le rendu du délibéré, j'ai vu la construction juridique qui avait été posée, à la fois la reconnaissance matérielle du conflit d'intérêt et de la prise illégale d'intérêt, mais en revanche, l'absence d'éléments intentionnels. Et comme nous sommes en droit pénal, il fallait la réunion de ces deux éléments. Il en manquait un. Donc, on n'a pas pu caractériser, les juges qui ont décidé n'ont pas pu caractériser la prise illégale d'intérêt et ont donc prononcé la relaxe de monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Parlons de la décision. L'accusation et une partie de la classe politique dénoncent cette décision rendue par une juridiction, je cite, impartiale. En tant que membre de la CJR, qu'est-ce que vous ressentez en entendant de telles accusations? Je considère, et j'ai déjà mis sur un tweet, je trouve que tout ceci est excessif et insignifiant. Et dans la mesure où, lorsque vous regardez la composition de la Cour de justice, les juges parlementaires sont représentatifs de l'ensemble des deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. 6 députés, 6 sénateurs. Alors, titulaires et autant de suppléants. Et que si l'on faisait un simple comptage de la majorité relative au sein de l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs n'est pas celle du Sénat, eh bien nous sommes minoritaires. Ce qui veut dire que les mêmes qui dénoncent aujourd'hui la décision qui a été prise par des juges indépendants, composés essentiellement, sinon on vient sur le volet politique, de personnes qui ne sont pas dans le courant de pensée de M. Dupond-Moretti, eh bien c'est quand même eux qui ont décidé, dans une majorité, de le relaxer. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui, sur le volet politique, viennent dénoncer l'existence de cette cour. Donc, si vous voulez, c'est un peu paradoxal quand même. C'est un peu une quadrature du cercle qui est un peu étonnant, sauf à considérer que nous sommes dans une posture purement politique. Et c'est bien dommage parce que l'impartialité des juges ne doit absolument pas être mise en cause. Et soit dans une espèce de dialectique qui n'est pas aboutie, mais ça, je suis pas responsable de la façon dont pensent un certain nombre d'acteurs politiques. En tout cas, ça ne grandit pas ceux et celles qui portent ce genre d'idées. Pensez-vous qu'il faut garder la Cour de justice de la République dans sa forme actuelle ?
Alors, je pense qu'il faut la garder. Je peux vous dire que j'en étais pas convaincu. Forcément, au début, on a déjà eu une audience l'année dernière pour une autre affaire qui était beaucoup plus banale, si j'ose dire. J'étais assez dubitatif sur les dernières audiences ou les derniers jugements qui dataient de dossiers de 1992, 1993, qui ont été jugés en 2019, l'affaire Balladur par exemple, donc plus de 25 ans après. Donc j'étais assez dubitatif du fonctionnement. Après une situation exceptionnelle, c'est-à-dire, comme vous l'avez rappelé en début d'interview, d'une part, le garde des Sceaux qui est jugé par... En exercice. Alors, d'abord, un ministre en exercice. Le garde des Sceaux, qui plus est, dans une temporalité relativement étroite, puisque les faits reprochés dataient de 2020. C'est ça. Et nous sommes en 2023. 3 ans après. Donc 3 ans après, ça change de la configuration habituelle des dossiers qui ont été traités par la Cour de justice. Et donc, on regarde ce caractère exceptionnel et les 15 jours d'audience. Moi, il me semble important d'avoir, dans l'impartialité et la qualité des députés, des parlementaires, des sénateurs qui étaient présents, et évidemment, j'intègre les juges professionnels, mais vous comprendrez que c'est pas à eux que s'adressent les critiques, évidemment, potentielles de ce genre de cours. Eh bien, je pense qu'il est important d'avoir une justice de ce type-là, et surtout qui prend le temps et la distance nécessaire. Et la meilleure démonstration, c'est qu'il suffit d'aller regarder la composition de cette Cour de justice pour dire que la décision qui a été prise n'a pas été prise sous un sens politique, mais a été prise sous un sens purement juridique. Et je trouve ça intéressant. Merci beaucoup, Xavier Albertini. Je rappelle que vous êtes député à Horizon de la Marne. Merci à vous, auditeurs et auditrices. Françaises, Français, de quoi s'inspire, en quoi consiste la Constitution qui, le 28 septembre, sera soumise à vos suffrages? Au nom de la France, je vous demande de répondre oui. La 5e République, mode d'emploi, Khalil Bey.